Si NSO existe, le logiciel est un logiciel obsolète vis-à-vis de l'armée. C'est-à-dire que comment l'armée dispose de solutions beaucoup plus puissantes. Stéphane Ayache, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre aide pour nous éclairer sur ce qui se passe autour de ce scandale dans lequel la société israélienne, la compagnie israélienne NSO est impliquée avec son logiciel, son fameux logiciel désormais célèbre mondialement, Pegasus. Alors d'abord, on va essayer de vulgariser cette affaire, de nous la faire comprendre. NSO, ce n'est pas une compagnie qui est inconnue. On sait que c'est une compagnie leader en matière de cybersécurité. Expliquez-nous ce qu'est NSO aujourd'hui et quel est le rôle de ce logiciel Pegasus. Ok. Alors, en fait, pour remettre les choses dans le contexte, pour reprendre une information que vous avez citée, en disant qu'effectivement l'État d'Israël a les moyens de se défendre, il faut voir que la contrainte crée l'action. C'est-à-dire que ça ne sort pas de nulle part. Bien évidemment, il y a eu des recherches et développements qui ont abouti à des sociétés comme NSO dans le domaine civil. D'accord ? Juste pour donner un éclairage aux auditeurs, sur les 6400 startups qu'il y a en Israël, il y en a peut-être plus de 450 dans le domaine de la cyber, et il y en a une trentaine dans la mouvance du renseignement comme NSO. Et donc NSO est une société parmi N dans ce domaine, alors en Israël, mais bien sûr au niveau mondial. Et qu'est-ce que fait NSO ? En fait, elle pratique un moyen de pouvoir obtenir du renseignement d'un point de vue actif. Sachant qu'il y a également énormément de sociétés qui permettent d'avoir ces informations d'un point de vue passif, sans rentrer sur les équipements, uniquement en regardant ce qui se passe sur le dark web et ainsi de suite. Donc là, l'élément particulier, c'est que NSO permet de rentrer en fait dans n'importe quel téléphone, ordinateur, sous un mode zéro clic. Vous voulez dire Pegasus, hein ? Vous voulez dire Pegasus. On n'a pas besoin de cliquer sur un logiciel pour pouvoir activer ce logiciel qui va donc prendre la main sur un smartphone ou une tablette ou un ordinateur, et donc on va pouvoir enregistrer, écouter des conversations, prendre des documents à l'insu, bien sûr, des personnes qui l'utilisent. Alors, ça, c'est le logiciel Pegasus ? Oui. Alors, maintenant, qui peut... Est-ce que NSO commercialise librement un tel logiciel? Est-ce qu'elle le fournit, moyennant finance bien entendu, à des gouvernements, à des particuliers? Qui sont les clients de ce logiciel? Tout à fait. Alors, le logiciel, donc NSO et le logiciel Pegasus est considéré comme une arme. D'accord ? Donc à ce titre, NSO ne peut pas commercialiser un logiciel de ce niveau sans l'accord du ministère de la Défense. Et donc, elle le vend uniquement à des États qui, bien sûr, utilisent normalement, et c'est vendu théoriquement dans ce cadre-là, à des fins de contre-terrorisme ou de crimes graves. Donc, NSO vend un outil, d'accord, c'est une arme, clairement, qui doit être utilisée dans un cadre défini. Charge après à l'utilisateur de respecter ce cadre-là. Mais ce n'est pas vendu à des entreprises privées. Alors, justement, ça c'est le cas standard. Imaginons que le client, un État, outrepasse le mandat en fait de ce logiciel et utilise cela à des fins, on va dire, subversives. Est-ce que NSO a une responsabilité après avoir vendu ce produit, ou alors il n'y a pas de service après-vente, on va dire? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne fais pas partie de NSO. A priori, il y a un cadre de fonctionnement. Donc, comme on achète un produit, il y a un mode de fonctionnement, il y a un cas d'utilisation, charge au client à respecter. Après, quels sont les moyens de NSO de vérifier que c'est réellement bien utilisé ou pas? Je ne peux pas vous dire. Et dans l'absolu, à partir du moment où cette compagnie a ce genre de technologie, on peut supposer qu'elle a une technologie qui permet de contrôler, n'est-ce pas, ses clients? Alors oui et non. Écoutez, regardez, si on fait le parallèle avec une arme, quand un pays vend une arme à un autre État, elle n'a pas forcément le moyen de vérifier où elle va utiliser cette arme. Oui, effectivement. C'est pareil. C'est la même chose.
Alors, on a parlé beaucoup de pays comme l'Arabie Saoudite qui auraient fait usage justement à des fins, on va dire, terroristes de ce logiciel. Est-ce que effectivement, par exemple, là, c'est quelque chose d'envisageable, c'est-à-dire que le gouvernement israélien ait donné un feu vert à NSO pour vendre un tel logiciel à des pays comme l'Arabie Saoudite? C'est juste une obligation, quoi. C'est-à-dire que NSO ne peut pas vendre, de ce que je sais, ce logiciel, son produit, sans l'accord du ministère de la Défense. Alors, concrètement, on a parlé ces derniers jours du téléphone de Macron, on a parlé de téléphone de 50 000 utilisateurs, 50 000 téléphones qui auraient été forcés par ce logiciel. C'est-à-dire, concrètement, on a du mal à imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez mesurer les répercussions d'une telle utilisation sur le terrain, concrètement? Après, en fait, comme une arme, elle est utilisée en fonction des besoins de son utilisateur, de son client. Et donc, comment ça peut être utilisé effectivement avec, je dirais, soit de façon ciblée, soit avec des milliers de contacts sur lesquels donc le client va récupérer ces informations pour exploitation. Et donc l'impact, bien évidemment, c'est ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à ce drame-là de communication. Alors, sachant que, c'est pas nouveau. Tout le monde sait, bien sûr, que il y a de l'analyse de l'espionnage dans le monde et notamment dans le monde digital. J'en veux pour preuve, les États-Unis qui ont depuis maintenant plusieurs années mis en place le programme Échelon, qui est mondialement connu, qui a écouté de nombreux présidents, notamment français. Voilà, donc on va dire que ça se sait, et puis ça se règle d'un point de vue diplomatique. Là, le cas présent, c'est nouveau. Il semblerait que ce soit le Maroc qui soit à l'origine de cette fuite. Sur la base d'un logiciel israélien. Voilà. Donc Israël a fourni la technologie, se retrouve, je dirais, dans cette histoire, malgré elle, bien évidemment, sachant que normalement, effectivement, si le logiciel aurait été correctement utilisé, on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. C'est ça. Alors, où le bas blesse? Est-ce que c'est, par exemple, une forme de responsabilité de la part du gouvernement israélien qui n'a peut-être pas quadrillé suffisamment NSO en limitant, on va dire, sa possibilité de commercialiser ce produit? Disons qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs axes. Bien sûr, il y a d'abord d'un point de vue régulation, charge à celui qui donne l'autorisation de définir les règles d'utilisation, de la manière qu'a défini les pays sur lesquels on peut vendre et pas vendre. Il y a aussi un moyen de pouvoir réguler l'utilisation. Donc, d'un point de vue étatique, d'un point de vue entreprise aussi, puisque c'est l'entreprise privée qui commercialise et qui a vocation à travailler dans un certain cadre et un respect de la loi. Donc, on va dire qu'il y a ce niveau-là. Puis après, c'est entre États, bien évidemment, le fait que il puisse y avoir une régulation. Et je pense que cette affaire va permettre effectivement de pouvoir mettre en place en fait un mécanisme de régulation inter-État pour pouvoir utiliser ce type d'information à des fins, je dirais, non terroristes. Alors, une question, ce NSO, c'est dans le secteur privé aujourd'hui, civil. Oui. Est-ce que l'on a de bonnes raisons de supposer que, par exemple, au sein de l'armée israélienne, il y a exactement les mêmes capacités sur le plan militaire? Alors, les mêmes... Alors, encore une fois, je ne fais pas partie de l'armée. Oui, bien sûr. Non, mais clairement, si NSO existe, le logiciel est un logiciel obsolète vis-à-vis de l'armée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'armée dispose de solutions beaucoup plus puissantes. Ah, c'est ça. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut légitimement supposer que l'armée israélienne, les services, ces fameux Shmoné Mataim, ces fameuses unités spéciales, disposent de capacités encore plus performantes que ce que l'on voit à travers NSO. Il y a de fortes chances. Mmh.
Est-ce que finalement ça se retourne, c'est négatif pour l'État d'Israël, l'image de l'État d'Israël, ou cette affaire, ou finalement, au contraire, c'est-à-dire vous, en tant qu'expert, quand vous voyez ça, eh bien vous dites, les Israéliens, ils sont quand même assez culottés et assez forts, et ça vaut le coup d'essayer d'avoir ce genre de produit. C'est-à-dire, c'est positif ou c'est négatif pour l'image d'Israël, à votre avis? Il y a deux niveaux. D'un point de vue image, il y a ceux qui ont des lunettes négatives et qui vont pointer le doigt sur Israël. Regardez ce que fait Israël, bien évidemment. Mais dans le domaine de l'industrie et donc des professionnels de la cyber, si on avait un doute, on voit bien que Israël est vraiment en avance par rapport à de nombreux pays. Je redonne toujours une statistique, un point. Et Israël, c'est 0,1% de la population mondiale. 0,1%, c'est plus de 25% des ventes mondiales de cybersécurité dans le monde. Donc, si on avait besoin de preuves supplémentaires, on voit que des sociétés comme NSO, et je vous dis, il y en a beaucoup d'autres, ont des technologies qui sont réellement en avance de phase par rapport à de nombreux pays dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, à partir du moment où on connaît ce scandale, quelles sont les leçons qu'on peut tirer, que ce soit du point de vue du gouvernement ou même sur le secteur privé? D'abord, donc, effectivement, comme vous l'avez souligné, mettre en place une action corrective de régulation au niveau étatique, au niveau d'entreprise, d'accord, fixer des règles qui vont permettre de ne plus se retrouver dans cette situation, si toutefois, il le souhaite. Et puis, d'un point de vue privé, on n'a pas le moyen, à titre privé, de détecter simplement, entre guillemets, ce type de virus. La seule chose que l'on peut faire pour vérifier si on est hacké, c'est de mettre, par exemple, une fausse information ou communiquer une fausse information dont on est le seul à connaître la véracité, d'accord ? Et si cette information fuite, c'est que on a été hacké. Et donc, c'est le seul moyen de pouvoir avoir accès à cette information, sachant que vous n'avez parlé à personne, c'est que votre téléphone ou votre smartphone a été hacké. Mmh. Eh bien, Stéphane Ayache, on a mieux compris grâce à vous, avec vos explications, un peu ce qui se passe dans ce scandale qui éclabousse d'une certaine manière, effectivement, l'État d'Israël, mais qui est certainement très, très passionnant, je suppose, pour vous et certainement aussi pour beaucoup d'Israéliens qui se penchent sur ce dossier de la cybersécurité. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Très bonne journée. Merci bien. Au revoir.